une chose, c'est un mot de Voltaire à l'article Rire de son dictionnaire philosophique où il dit les gens qui cherchent les causes métaphysiques du rire ne sont pas gays. Alors j'espère qu'on va le faire mentir. Hein. Alors pour les Girardiens aiment bien faire mentir Voltaire, et j'espère qu'on va aussi le faire mentir sur ce point-là et qu'on va quand même essayer d'aborder gaiement la question du non pas du rire chez Chaplin, mais enfin la question du comique tout au moins. Alors, de Charlot à Chaplin, sur les traces d'une conversion cinématographique, pour introduire le propos de façon un peu brutale, je vais vous lire un passage d'un article de presse publié en 1915 dans une revue américaine, au moment où Charlot, le personnage de Charlot, déferle sur les écrans américains. L'auteur de cet article, c'est un personnage qui deviendra célèbre dans le Hollywood de l'entre-deux-guerres, c'est Ben Hecht, qui sera l'un des scénaristes les plus, peut-être même, oui, vraiment l'un des 4 ou 5 scénaristes les plus importants d'Hollywood dans l'entre-deux-guerres et dans l'après-seconde guerre mondiale. Il a travaillé avec les plus grands, c'est le scénariste de La Chevauchée Fantastique de Ford, Hawks, Hitchcock, etc., jusque dans les années 60. Et c'est un jeune journaliste en 1915 qui opère dans la salle de cinéma où est projeté ce qui est visiblement un film qu'on peut identifier, qui est The Trump. Il opère une sorte de mouvement à 180 degrés et il regarde en fait la foule des spectateurs. Si vous vous retournez, vous pourrez voir les masques stupides tomber, les yeux vides s'illuminer, les lèvres se séparer, les bouches s'ouvrir dans l'attente du rire. Un miracle se produit. Le rire est né, les visages vides répondent magiquement à sa présence. Une joie pure, enfantine se fait entendre. Les visages baignent dans une lumière humaine. Un chahut bruyant et innocent remplit le théâtre. Et le petit homme suit la route, le visage calme et grave, les yeux tristes, avec son impossible moustache, au milieu des vociférations et de l'exaltation sauvage d'idiots, de prostituées, de rustres vulgaires et stupides et d'âmes vides soudainement converties à une commune simplicité naturelle. L'étouffante et exaspérante mauvaise poésie qui colle à la foule comme une puanteur est dissipée, chassée de l'air. Rire, cris et éclats, gloussements et sourires, la chaleur de la plus simple et profonde joie se répand partout. Charlie Chaplin est devant eux. Charlie Chaplin avec l'esprit d'un vulgaire bouffon et l'âme d'un artiste mondain. Il marche, il trébuche, il danse, il tombe. Ses gyrations inimitables libèrent des vagues d'hilarité aussi pures que les eaux printanières dues à la fonte des neiges. Il est cruel, il est ridicule, efféminé, vulgaire et affecté. Et pourtant, derrière ces grossièretés, ces obscénités, ces contorsions inartistiques et extravagantes, sa divinité éclate. Il est le dieu de la foule, un enfant et un clown, un gosse des rues et un artiste. Il est l'incarnation du génie latent, imparfait et enfantin qui sommeille sous la chair sans fibre des fidèles. Ils l'ont créé à leur image, et la foule sur 2 jambes, il l'aime et rit. Voilà donc ce passage très éloquent à un moment où Chaplin a à peu près 1 an et 3 mois de vie cinématographique derrière lui. Vous voyez, puisqu'il a commencé sa carrière au cinéma en février 2014. Donc oui, à peine plus d'1 an après ses débuts au cinéma, voilà déjà où on en est. C'est vrai aux États-Unis, mais c'est pratiquement déjà vrai en Europe, alors même que l'Europe est en guerre. Ce qui est décidément tout à fait incroyable. Alors, si vous voulez, le projet de ce petit livre, c'est de prendre au sérieux ce genre de propos, de prendre au sérieux aussi toute une série de titres concernant Chaplin ou concernant Charlot, associant à son nom ou à ses 2 noms le mot de mythe. Prendre au sérieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est quoi prendre les mythes au sérieux? C'est traiter les mythes
au fond, en anthropologue des religions. Donc il faudrait, et c'est ce que j'ai essayé de faire, il faudrait procéder à une sorte d'approche d'anthropologie religieuse de la figure, ou de la double figure de Charlot et de Chaplin. Euh, alors, pour essayer d'y arriver, euh, je me suis forcément dit que une telle appréciation ne pouvait advenir qu'en étant d'une certaine façon préparée. Cette, euh, cette acclamation d'une divinité nouvelle ne pouvait avoir été que préparée par les formes mêmes de l'avènement du cinéma. Donc, dans un premier temps, j'ai essayé de voir si quelque chose comme un lit de la divinité chaplinienne n'était pas déjà à l'œuvre depuis 1895, c'est-à-dire depuis les origines du cinéma, depuis l'invention par les frères Lumière du cinéma. Or justement, c'est bien ce qui apparaît en lisant la presse, et donc là en l'occurrence la presse française, de 1895-1896, c'est-à-dire le moment où, à la fin de l'année, donc en décembre 95, sur les grands boulevards, un grand café, 28 décembre, c'est vraiment une date très très précise et fondatrice évidemment pour le cinématographe, hein, la projection des frères Lumière. Et puis durant toute l'année 96, donc l'invention se promène partout en France, et donc dans la presse régionale, on voit comment on traite l'invention. Une chose m'a beaucoup étonné, parce qu'elle m'a d'autant plus étonné que les historiens du cinéma, qui sont peut-être pas justement assez anthropologues pour le coup, ou qui d'une certaine façon prennent le religieux sous un angle métaphorique, si vous voulez, ne se sont pas arrêtés sur ce point, alors qu'il m'a sauté au visage. C'est le fait que on voit dans l'invention des frères Lumière la possibilité de faire revenir les disparus. Ce qui n'était pas le cas de l'invention du daguerréotype, ou de la photographie en général, dans les années 1830. La photographie avait à voir avec le monde des morts, puisqu'on photographiait beaucoup les défunts dans les familles, mais l'idée n'était pas de faire revenir les vivants. Hein. Or, c'est pendant plusieurs mois et même plusieurs années, c'est ainsi que l'on projette l'usage de cette nouvelle technologie qu'est le cinématographe des frères Lumière. Il est assez normal, si vous voulez, qu'on le limite, si vous voulez, à un usage domestique, puisqu'après tout, c'était l'usage de la photographie. Et on voit bien que la photographie, que le cinéma arrive sur les pas de la photographie. On parle beaucoup de photographie, de photographie animée à cette époque. Et par conséquent, à l'intérieur de la sphère familiale, le cinéma, ce sera le retour des morts, en quelque sorte. Donc, première étape, ce qu'on pourrait appeler l'étape substitutive de la cinématographie, hein, de la cinématographie. Le cinéma permet une présence, et de ce point de vue, son invention renvoie davantage au mythe des origines de la peinture ou des origines de la sculpture, où la figure peinte ou la figure sculptée venait en lieu et place d'un être vivant, et éventuellement d'ailleurs d'un être vivant voué à disparaître, voué à la mort, et voué peut-être même à une mort violente. Le mythe de Pygmalion, le mythe de Diputade, les mythes qui indiquent quelque chose de l'origine des images peuvent être lus ainsi. Le deuxième moment, c'est un moment qu'on peut situer vers 1908-1909, c'est le moment de la prise de conscience de la valeur artistique du cinéma. On se rapproche évidemment de notre manière de concevoir le 7e art. La notion de 7e art va arriver assez rapidement. Un
nombre important de premiers critiques, dont l'un des plus grands en Europe, qui est l'Italien Canudo, qui vit en France et qui écrit, c'est lui le père d'ailleurs de la formule septième art. C'est un ami d'Apollinaire lié aux futuristes et aux avant-gardes qui vivent à Paris. Eh bien, ces gens-là voient dans le cinéma la possibilité d'une religion nouvelle. C'est-à-dire d'un moment où une foule assemblée va vibrer à l'unisson. Et on pourrait dire que c'est une sorte de moment durkheimien, en quelque sorte, du cinéma, même si on est quelques années avant la publication des formes alimentaires de la religion de Durkheim, hein, l'ouvrage dans lequel Durkheim dit qu'au fond, une société par son propre élan, en quelque sorte, peut avoir le sentiment du divin. Hein, son élan, son effervescence peut lui donner à elle seule le sentiment du divin. Et on sent bien que le cinéma pourrait être quelque chose comme une religion durkheimienne. Mais, par exemple, un auteur comme Louis Deluc, Louis Deluc est peut-être le premier à se dire qu'au fond, cette religion, elle aura besoin d'être incarnée. Il y a par exemple des formules assez surprenantes sur le lien possible entre le cinéma et la corrida. Donc, la valeur sacrificielle de cet art nouveau et la présence évidemment d'un drame. Bon. Donc ces deux étapes-là me font dire qu'effectivement quelque chose était prêt, quelque chose était mûr pour que, à l'apparition d'un personnage comme Charlot, d'une figure comme celle de Charlot, l'accueil quasi religieux lui soit réservé, comme on l'a vu dans le texte de Bénèche. Donc, cette préparation, en quelque sorte, là, alors évidemment, elle vaut peut-être pour toutes les grandes vedettes du cinéma, mais elle vaut particulièrement pour la figure de Charlot. Elle vaut particulièrement pour la figure de Charlot, alors même que cette figure n'apparaît pas forcément sous des auspices très, très flatteurs dans un premier temps. Vous vous souvenez du texte de Bénèche, hein, où l'un des premiers mots qui lui vient à l'esprit, l'une des premières épithètes qui lui vient sous la plume, c'est cruel. Hein, et évidemment, si on n'a pas la filmographie de Charlot un peu précisément en tête, on se dit, tiens, un Charlot cruel, qu'est-ce que c'est que ce Charlot cruel? Et la réalité nous oblige à dire oui. Les premières apparitions de Charlot à l'écran, durant ces années 1814-1815, ce sont bien des incarnations d'une figure de cruauté, de méchanceté. C'est un personnage assez lâche, assez déloyal, parfois tout à fait négatif. Et vous avez sous les yeux une affiche qui résume justement les premiers mois de Chaplin dans le monde de la cinématographie hollywoodienne, hein, puisque nous sommes encore dans les comédies de la Keystone. La Keystone, c'est la maison de production dirigée par Mack Sennett, qui était la principale usine à comique burlesque d'Hollywood. Entre les mains de Mack Sennett, si je puis dire, hein, il y a d'autres géants du burlesque qui sont passés, comme Buster Keaton ou et d'autres, et beaucoup d'autres. Donc, vous voyez là les 4 photographies là,
qui orne l'affiche. Hein, et finalement, on voit bien que la figure de Charlot telle qu'on l'aime, telle qu'on l'apprécie, n'est pas encore tout à fait au point. Vous avez en particulier un personnage à chapeau de forme qui est la première apparition, alors non pas de Charlot, Chaplin n'apparaît pas tout de suite en Charlot, mais la première apparition de Charlot en février, de Chaplin, pardon, à l'écran, de l'acteur Chaplin. C'est un film qui a pour titre Pour gagner sa vie, où le personnage, vous le voyez, n'est pas encore Charlot. Sa moustache en particulier, cette moustache en forme de guidon de vélo, lui donne un air assez patibulaire. Le chapeau de forme, une redingote assez serrée, et le personnage est en réalité un nègre ferme qui est prêt à tout pour remplir ses poches, pour assouvir son désir de séduction. Et quelques jours plus tard, apparaît Charlot, donc ça va très très vite. Hein. Chaplin crée Charlot très 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 vite, et il apparaît dans un court métrage qui a pour titre Charlot est content de lui. Il est content de lui, Charlot. Donc, Charlot est content de lui, qui est un film en fait tourné à l'occasion d'un véritable rallye, qui est un rallye d'enfants dans la banlieue de Los Angeles, à Venice, dans la banlieue on voit bien là à quel point les États-Unis étaient riches déjà en 1914, parce qu'on faisait des rallyes d'enfants avec d'ailleurs, vous voyez, une foule considérable. Donc en fait, c'est pas un décor de cinéma, c'est un événement sportif réel, et vous avez un dispositif qui est tout à fait intéressant, puisque il a fallu 2 caméras, l'une entrant en quelque sorte dans la fiction, qui consiste simplement pour Charlot à venir s'incruster dans le plan et à en être chassé par l'opérateur qui lui est là pour filmer l'événement sportif. Voilà donc les vues que l'on peut en tirer, donc de façon et alors si vous voulez c'est l'effet Charlot, en quelque sorte, en temps réel, puisque la foule n'est pas prévenue, évidemment, elle est un peu interloquée, parce qu'en plus, il prend des risques, il se met au milieu de la piste, etc. Et on voit la foule, petit à petit, finalement, adhérer au comique de Charlot, parce qu'au début, elle ne rit pas du tout, et puis elle se met effectivement à rire, alors il fait des grimaces, on le fiche par terre, et le voilà devant la caméra. Alors, c'est tout à fait symptomatique, parce que, si vous voulez, c'est un film qui est doublement fondateur. D'abord parce que il accuse en quelque sorte le procédé cinématographique, ce que Chaplin fera toujours avec ses fameux regards caméra, hein, que l'on a même que l'on a dans les derniers films. Chaplin n'oublie pas la présence de la caméra. Et de la même façon, fondateur, dans le sens où tout le film tourne autour de l'expulsion de Charlot du plan. Il est sans cesse expulsé et sans cesse il revient. Quelques mois après ses débuts, très peu de mois, 1 ou 2 mois, il réalise son premier film sous le titre 20 Minutes of Love, hein, alors 20 minutes d'amour, sauf que bien souvent les titres de Chaplin étaient le titre d'ailleurs de toute la production de Max Sennett, de production un peu rapide, était très mal traduit, hein, Charlot et le chronomètre. Bon. Alors ces 20 minutes d'amour commence. Alors c'est un film de parc, comme il y en a beaucoup dans les productions Sennett. Hein, on va dans le parc le plus proche. Hein, il y a beaucoup de parcs dans Los Angeles et on va tourner dans un parc, ce qui permet d'avoir la lumière naturelle qu'il faut avoir à cette époque pour faire des films. Et donc Charlot déambule dans le parc et il tombe sur un couple d'amoureux. Et là, son visage et son attitude passent par toute une série
d'expression. Hein. Alors d'abord ça le fait rire, puis c'est l'ironie, et puis c'est le dégoût, mais finalement c'est le désespoir d'être seul et de voir des amoureux s'embrasser sur un banc. Et donc il n'a rien d'autre à faire dans un premier temps que d'obéir à sa pulsion qui l'amène à embrasser le tronc du platane qui est devant lui. Mais évidemment c'est un peu frustrant, et donc il va tenter sa chance en s'asseyant auprès du couple, et évidemment tous les quiproquos là vont s'en suivre. Un second couple va rentrer dans l'histoire, et à la fin il va partir avec la jeune fille après qu'il ait mis tout le monde à l'eau, hein. Donc la mauvaise l'attitude foncièrement mauvaise, hein, du personnage est finalement récompensée à la fin du film. Alors, ce personnage prêt à tout, espiègle et déloyal, on le retrouve tout au long de cette année 1914. Alors, l'année 1914, c'est presque la moitié en nombre d'opus, si vous voulez, c'est presque la moitié de la production de Chaplin. Hein. Il y a 80 numéros, si vous voulez, au catalogue Chaplin. Rien que pour l'année 1914, il y en a 36. Vous voyez, donc, évidemment, parce que ce sont des films qui sont faits, un film chez Max Sennett peut être fait en 1 ou 2 journées. Vous voyez, ça va très très vite. Bon. Et donc, évidemment, on le voit évoluer assez vite, mais il reste cette figure, donc, oui, plutôt désolante, hein, qui peut faire. Alors là, dans Charlot, garçon de théâtre, il fait travailler un pauvre vieillard en lui faisant porter des poids insensés. Ou bien ici, dans Le Vagabond de Trump, c'est le film qu'a certainement vu Benecht en avril 1915. Il s'en prend à un pauvre garçon de ferme de façon tout à fait scandaleuse. Alors, assez vite, le thème de la rivalité apparaît. Alors, ce thème de la rivalité, il est traité de façon burlesque par le face-à-face, nez contre nez, moustache contre moustache, avec des personnages que Chaplin choisit, hein, à l'intérieur de son équipe, puisque maintenant il y a une équipe, il y a très vite une équipe qui se forme autour de lui. C'est ici un acteur qu'on retrouve assez souvent, qui s'appelle Chester Conklin, qui a un peu le même gabarit, un peu le même type de physique, une moustache également. Hein. Alors on va avoir, Charlot, rival d'amour, hein, donc le schéma triangulaire. Hein, les deux locataires veulent tous deux séduire leur logeuse. Rival aussi, un autre acteur qu'on voit souvent dans les films de Chaplin, Ben Turpin. L'effet de symétrie ici de part et d'autre d'une cigarette qui évidemment est l'objet en quelque sorte de rivalité entre les deux hommes. Alors ils sont dans une salle d'attente pour faire du cinéma. Vous voyez, encore une fois, le cinéma se met en scène dans le cinéma, et le pauvre Ben Turpin ne pourra pas concourir puisqu'il sera assommé bientôt par Charlot. Donc Charlot, à cette époque, on pourrait faire une économie des coups de pied au derrière, vous voyez, se rendre compte qu'il en donne beaucoup plus qu'il n'en reçoit en réalité. Il est la figure du trickster, hein, cette figure de la divinité espiègle, dont d'ailleurs René Girard parle dans un des textes dans un des chapitres du bouc émissaire, hein, et j'ai envie de vous lire ce qu'il dit du trickster, parce que ça correspond assez bien à cette figure du premier Charlot. À côté des dieux qui font le mal parce qu'ils ne savent pas
qu'il est le mal, et des dieux qui le font parce qu'ils y sont irrésistiblement poussés, on va forcément inventer une troisième solution, le dieu qui fait le mal pour s'amuser, le dieu mauvais plaisant. Il finit toujours par rendre service, mais il adore les mauvais tours et il ne cesse d'en jouer. C'est en les jouant qu'il se fait d'abord connaître. Il pousse la plaisanterie si loin qu'il n'en maîtrise plus les conséquences. Il est l'apprenti sorcier qui met le feu au monde en allumant la moindre flamme et qui, de son urine, inonde toute la terre. Il justifie donc toutes les interventions correctives et c'est toujours en vertu de celles-ci, comme toujours, qu'il se transforme en bienfaiteur. Le trickster passe tantôt pour tellement malin, tantôt au contraire pour tellement stupide et gauche dans l'accomplissement de sa mission que des accidents se produisent, involontaires ou voulus, qui compromettent le résultat cherché et du même coup assurent ce résultat en refaisant contre le maladroit l'unanimité nécessaire à la bonne marche de toute communauté. Alors l'unanimité contre la figure de Charlot, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Pour l'instant, encore une fois, il envoie plus de briques à la tête des policemen qu'il en reçoit, il donne plus de coups de pied qu'il n'en reçoit, etc. Mais évidemment, les choses vont petit à petit changer. Et avant de voir cette économie de l'hostilité se retourner contre Charlot, je voudrais attirer votre attention sur justement l'importance des figures du double dans son cinéma. Le double, on le voit ici dans un court-métrage de 1915 intitulé Charlot à la plage, où il n'a cessé, c'est le film le plus bagarreur de la production de Charlot. On a 8 minutes, c'est un, je sais plus, c'est un deux bobines, on a une première bagarre de 8 minutes, ce qui est considérable, et on s'ennuie pas, parce qu'il y a un renouvellement des gags, etc. Et cette bagarre se produit bien souvent dans une sorte d'écran en diptyque de part et d'autre de ce poteau que vous voyez ici, qui est sur la plage là pour proposer une bouée de secours. Et à un moment, les deux protagonistes, continuant de se battre de part et d'autre de leur poteau, ne voient pas arriver un policeman qui va prendre un coup perdu. Alors la figure du coup perdu chez Charlot est très fréquente, c'est-à-dire l'un des protagonistes esquive le coup et c'est un tiers qui le prend à la place d'un des bagarreurs. Ici donc c'est le policier qui se fait assommer et immédiatement nos deux protagonistes, nos deux rivaux, s'en vont bras dessus, bras dessous, jusqu'à ce que, en fait, la rivalité reprenne. Alors, elle reprendra. Elle avait commencé autour d'un chapeau de paille, elle va reprendre autour d'un cornet de glace. Vous voyez. Donc, on est là dans un schéma rivalitaire typique où l'objet de la rivalité est presque immédiatement oublié. Alors, le phénomène du double, Chaplin en joue de plus en plus et je dirais de mieux en mieux. En 1916, dans Charlot, chef de rayon, ça fait déjà longtemps qu'on n'est plus dans la boutique des films de Max Sennett, on est dans quelque chose de beaucoup plus élaboré. Ce sont les films de la Mutual qui correspondent à maintenant une sorte d'âge classique, en tout cas dans le court-métrage. C'est pas encore l'âge des chefs-d'œuvre, mais c'est un âge classique des courts-métrages chapliniens. J'ai perdu mon curseur et la flèche ne veut pas. Ah, si. Donc voilà, un certain nombre donc de figures de ce type apparaissent dans les films jusque dans les années d'entre-deux-guerres, dans The Middle Class, on a un autre procédé qui consiste à faire tourner deux personnages, à faire jouer Chaplin pour deux personnages, le vagabond, Charlot donc, et un aristocrate fortuné et dépressif.
Alors, là aussi, le film a reçu un titre français absurde, Le Masque de Fer, parce qu'en fait, c'est un bal masqué et figure, l'une des figures, évidemment, est masquée pour permettre à la présence des deux. Bon, et on va comme ça, évidemment, jusqu'au dictateur où Chaplin joue à la fois Hinkel, le dictateur, et le petit barbier juif qui, à la fin, déguisé en Hinkel, va produire son fameux discours. Donc, figure du double, figure de la multiplicité, figure de la multiplicité, par exemple, dans le cirque, avec une très très belle scène, très, très bien réglée, euh, de Palais des Glaces dans une fête foraine. Et puis, cette multiplicité de la figure de Charlot, en fait, elle dépasse largement le personnage à l'écran. C'est-à-dire que c'est l'époque où les concours de sosie se multiplient partout, non seulement aux États-Unis, mais également en Europe. Hein, alors, parfois, il faut s'amuser à chercher le vrai Charlot parce qu'il a participé à des concours de sosie. Il n'a pas toujours été classé premier, du reste. Alors, les choses commencent à s'inverser un petit peu du point de vue de l'hostilité de la foule vers 1918 avec un film qui a pour titre Une vie de chien. Et là, on rentre vraiment dans l'âge des chefs-d'œuvre. Ce sont maintenant donc des moyens et des longs métrages. Une vie de chien, si on a un petit moment tout à l'heure, je vous montrerai un extrait du film. Le chien, en fait, c'est la métaphore de Charlot à l'intérieur du film, et on le voit ici sauver le chien d'une sorte de meute, hein, des chiens du quartier, qui était dans la métaphore du personnage lui-même attirant l'hostilité de tous à l'intérieur d'un lieu qui est ici désigné, vous le voyez, comme un ghetto, puisque alors c'est dommage, j'ai perdu le curseur, là, le voilà, sur le volet que l'on voit ici, vous avez des caractères hébraïques qui ne signifient rien. Il faut les entendre uniquement d'un point de vue phonétique. C'est le mot star. Hein, à ma connaissance, ce n'est pas un mot hébreu. Mais enfin, évidemment, ce n'est pas là par hasard. Il s'agit de faire voir quelque chose comme un ghetto, qui est confirmé d'ailleurs par la tenue vestimentaire des habitants du quartier. Alors, ce personnage qui est donc une sorte, oui, de personnage de ghetto, eh bien, c'est celui du Kid. Et je m'arrête sur une image qui nous montre bien, si vous voulez, que ce personnage se construit par strates. Et les strates du stricteur, du personnage négatif du début sont encore présentes. C'est-à-dire sa lâcheté, parfois sa veulerie sont encore là. Hein, si bien que quand le nourrisson, le futur kid là, donc du film, lui tombe dessus, c'est presque le cas de le dire, parce que quand il le voit par terre, il lève la tête en pensant que on l'a jeté d'une fenêtre. Et bon, geste là, très, très, très curieux. Et il hésite une seconde à le faire passer par une bouche d'égout. Et puis bon, il trouve sur lui une lettre, qui est la lettre de la mère qui a abandonné l'enfant, et immédiatement surgit un amour inconditionnel, comme d'ailleurs pour le chien dans Une vie de chien. Hein, ici, la figure de l'enfant vient en lieu et place de la figure du chien dans le film précédent. Bon, on voit, si vous voulez, quelque chose comme une conscience vide, hein, comme on dirait d'une bouteille vide. On voit une conscience vide qui est en train de se remplir. La conscience du personnage purement burlesque des années 14, 15, déjà 16, peut-être un peu moins, voilà. Cette conscience
qui n'en était pas une, puisque le personnage était essentiellement une mécanique. Alors une mécanique parfaite, hein, une mécanique du burlesque, mais sans véritable conscience. Et l'on voit, si vous voulez, là que Chaplin est à l'intérieur de son personnage en train de rééquilibrer, si vous voulez, hein, la machine, cette mécanique plaquée sur du vivant, pour reprendre la formule, hein, eh bien, cette mécanique-là est en train de faire place à une conscience intérieure. Et évidemment, toute la production de l'entre-deux-guerres consistera à continuer de remplir cette conscience de Charlot. Alors évidemment, là, le kid joue un rôle fondamental puisque le personnage est tout amour. Et il faut bien se rendre compte que pour les spectateurs de l'époque, hein, le kid qui date de 1922, si je me souviens bien, les premières scènes du kid devaient être très 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 étonnantes. On s'attendait pas à ça de la part de Chaplin, puisque ce sont les scènes de la mère qui abandonne son enfant. Qui sont des scènes de mélodrame. Et ces scènes de mélodrame sont ponctuées par une incrustation d'une image fixe qui est un Christ au Golgotha. Hein, donc on voit bien là, si vous voulez, que le monde chaplinien est en train d'évoluer, hein, vers une conscience de soi et une conscience qui est éventuellement une conscience douloureuse. Alors c'est dans ce contexte qu'il faudrait évoquer le film de Chaplin sans sa présence. Il y a un film de Chaplin où il ne joue pas, c'est L'Opinion publique de 1923. Qui est un film absolument dramatique où l'on voit le poids des pères sur leurs enfants. Et ce poids des pères sur leurs enfants, c'est un poids qui mène au sacrifice, qui mène au suicide, qui va mener au suicide du fils. Et il faudra sans doute s'en souvenir bien plus tard quand on regardera Limelight, par exemple, où il y a aussi une question de génération, ça, où ce sera la génération de l'ancien qui est la figure jouée par Chaplin, qui va s'effacer, qui va se sacrifier pour laisser advenir la génération montante. Le cirque 1928, voilà, donc là ça y est, hein, ces années 20, on est vraiment dans le temps des chefs-d'œuvre. Et puis alors, vous voyez que le rythme n'a plus rien à voir avec le rythme de la Keystone, c'est-à-dire que les années s'espacent de plus en plus, car Chaplin est l'un des metteurs en scène hollywoodiens les plus perfectionnistes. C'est celui qui a le ratio entre film produit et dépenses de bobines la plus incroyable, mais il est richissime et donc il peut tout se permettre désormais. Alors, dans le cirque, il y a cette scène où l'on voit une jeune fille qui est mise sous clé par son père, encore une fois un père tyrannique, et qui est privée de repas, et elle se jette sur le repas que Charlot a laissé traîner. Charlot réagit, et finalement il va partager très vite son repas. Alors c'est un film qui reprend la relation triangulaire de Charlot musicien de 1916, dans lequel Charlot est amoureux d'une jeune fille qui, elle, est amoureux d'un beau jeune homme, mais il est plus ou moins dans une forme d'impuissance. Là, dans le cirque en 1928, c'est pas l'impuissance qui caractérise le personnage de Charlot. Charlot est obligé d'intervenir pour que ce couple qui le fait souffrir, évidemment, puisse se former véritablement. Donc il est là, il est l'image du sacrifice, même si fantasmatiquement, et à la fin des années 20, les trucages permettent un dédoublement d'image à l'écran, hein, fantasmatiquement, il a bien envie quand même d'aller botter les fesses de l'amoureux, mais ce n'est que le fantasme, lui ne le fait pas, il ne le fera pas, non seulement il ne le fera pas, mais il fera en sorte que leur couple se forme et dure. Et lui, évidemment, restera seul, hein, c'est la trace circulaire laissée par le chapiteau, hein, alors que les roulottes s'en vont. Alors, on arrive à des moments de pur cinéma où les formes parlent, hein, le cercle, la ligne des chercheurs d'or dans La ruée vers l'or en 1925,
qui font l'ascension du col Chilkoot, qui relie l'Alaska à la Colombie-Britannique. Il a reconstitué, on a des photos de cet événement, il a reconstitué les files indiennes sur le site même, qui font l'ascension du col. Et qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre un des aventuriers, un des chercheurs d'or, qui s'effondre de fatigue, et les autres qui passent imperturbablement, sans avoir le moindre regard pour lui. Et donc là, le schéma, en quelque sorte, de violence se fait quand même beaucoup plus prégnant. De la même façon, il insère, un peu à la Eisenstein, au début des temps modernes, quelques secondes de la vue d'un troupeau de moutons qui vient répondre à la sortie de métro vers l'usine des travailleurs des temps modernes. Et au centre, il faut faire un arrêt sur image pratiquement pour le voir, au centre il y a un mouton noir. Et évidemment le mouton noir, bien entendu, c'est lui, c'est le personnage. Et ce film aurait presque dû mal finir. Et le premier scénario, c'était une fin triste. Et finalement, cette solitude à deux ne peut pas être évidemment une solitude triste. Alors, évidemment, avec le dictateur, là, le schéma de la violence se fait évidemment là beaucoup plus présent et fort, avec cette scène dont vous vous souvenez sans doute, le moment donc où les hommes d'armes, des SS, si vous voulez, veulent lyncher le petit barbier juif qui sera sauvé in extremis. C'est le moment où Charlot disparaît. On pourrait dire que Charlot, ça y est, le personnage de Charlot a atteint en quelque sorte sa plénitude avec le grand dictateur, enfin avec le dictateur, et désormais donc c'est Chaplin qui vient jouer un rôle nouveau après la guerre en 1947. C'est Monsieur Verdoux. En a-t-on fini vraiment avec Charlot? Pas tout à fait. Les dernières scènes de Monsieur Verdoux, ne serait-ce que par le maquillage des sourcils, laissent transparaître quelque chose comme un souvenir de Charlot. Et ce souvenir de Charlot, on l'a dans le dernier plan du film où l'on amène Monsieur Verdoux à la guillotine et vu de dos, la démarche à un moment chaloupée est bien celle de Charlot. C'est donc en quelque sorte Charlot qui est mené à l'échafaud. C'est ici un caricaturiste français qui ne s'y est pas trompé. Monsieur Verdoux invite Charlot à prendre place dans la lunette de la guillotine. Donc, désormais, Charlot est définitivement expulsé du cinéma chaplinien et resterait peut-être à expulser Chaplin lui-même. Et ce sera le rôle, d'une certaine façon, des Feux de la Rampe, de Limelight, où il apparaît, en particulier dans une scène mémorable, en duo avec Buster Keaton. Ils sont là en train de se préparer dans la loge, à un moment, je ne vous rappelle pas la trame du film, un moment où, de façon totalement inespérée, le vieux Calvero, ce clown qui avait perdu son public, le retrouve, mais il ne le retrouvera qu'un soir, puisque amené au-delà de lui-même par l'élan du public, il meurt d'une crise cardiaque, tombe dans le fût de la cymbale, enfin d'un grand tambour de la fosse d'orchestre, et il viendra saluer une dernière fois. Donc, d'une certaine façon, ici, c'est Chaplin lui-même, angoissé par l'idée de perdre son public. Il a toujours été angoissé par cette idée, qui, d'une certaine façon, s'auto-expulse
de ce film tardif de 1952. Ce film qui va l'amener à une expulsion réelle, car c'est pour venir faire en Europe la promotion de ce film, car il ne faut pas oublier que Chaplin est resté citoyen britannique et qu'il est resté jusqu'au bout, qu'il n'a jamais demandé la nationalité américaine, ce que les Américains ne lui pardonnaient pas en réalité. Et pour toute une série de raisons qui tiennent à sa vie privée, d'abord à sa vie privée, chronologiquement d'abord à sa vie privée, à ses positions pendant la guerre. Finalement, le dictateur, qui est un acte de résistance face au totalitarisme assez unique en son genre, 1940, c'est quand même incroyable, avant l'entrée en guerre des États-Unis. Bon, finalement, le dictateur va lui revenir un peu comme un boomerang, et on va lui reprocher d'avoir plaidé pour l'ouverture d'un front européen pour soulager la Russie communiste, et en le soupçonnant donc d'être un crypto-communiste. Et donc, dans ces années 1950, la commission McCarthy s'intéresse de très près à lui, on veut l'entendre. Il part en 1952 pour faire la promotion de Limelight et il apprend sur le bateau que son visa ne sera pas renouvelé. Ce qui est une façon, en fait, de le mettre dehors des États-Unis, de l'expulser. Donc l'expulsion, là, est bien, si vous voulez, si on passe du personnage à la personne, hein, on a vu Charlot expulsé, on a vu Chaplin s'auto-expulsé d'une certaine façon, et c'est désormais la réalité qui vient relayer la fiction. Alors, le film qui répond à l'Amérique macartiste, c'est Un roi à New York, qu'il tourne donc à Londres. Il n'est pas très content parce que il a l'habitude de ses studios à Hollywood et bon, enfin, malgré tout, il arrive à faire un film qui est un film très riche et très intéressant, même si c'est sans doute pas son meilleur film. Et vous le voyez, le film commence par, alors, le roi Shadow, hein, ça s'invente pas, hein. Donc c'est un roi qui devient une ombre de roi en quelque sorte, hein, et qui là, l'expulsion, c'est la première image du film. Là, on commence avec une foule lyncheuse avec son effigie qui est pendue à un mât. Et puis finalement, on aura encore une apparition de Chaplin dans son dernier film, celui que pas mal de critiques estiment être son film de trop, hein, parce qu'il maîtrise peut-être pas si bien la couleur que ça, etc. C'est la comtesse de Hong Kong avec Sophia Loren et Marlon Brando, où il fait une apparition de quelques secondes donc tout le film, ou pratiquement tout le film se passe dans un paquebot. Il joue le rôle d'un steward qui a le mal de mer, hein, et qui vient en quelque sorte faire ses adieux en quelques secondes. Alors évidemment, cette évolution de Chaplin, elle correspond peut-être pas aux attentes que les avant-gardes avaient, hein, du personnage de Charlot. Ce que l'on aimait justement dans le personnage de Charlot, c'était la mécanique plaquée sur lui. C'était ce personnage biomécanique en quelque sorte, hein, qui est loué par les avant-gardes, qui correspond à ce que peuvent faire à cette époque des Picabia ou des Duchamp en peinture, ou ici Fernand Léger, hein, toutes les avant-gardes françaises en particulier, mais européennes en général, sont tout à fait fascinées par le personnage de Charlot, mais par contre ne comprennent pas cette évolution qui s'estime peut-être un peu sentimentaliste, hein, de la figure de Charlot. Alors, si j'ai 3 minutes, je finirai en disant que voilà, la question que je me suis posée dans ce petit livre, c'est si Charlot est un mythe, au fond, c'est que quelque chose doit se répéter à travers lui. Alors, cette répétition, on peut aller la chercher en amont, voire même très très loin en amont. J'ai parlé tout à l'heure des mythes qui indiquaient la création de la peinture, enfin l'invention de la peinture, l'invention des images, etc. Mais on peut aussi essayer de trouver, soit dans son temps, soit plus près de nous, des phénomènes donc si ce n'est de répétition, en tout cas de similitudes très fortes. Alors, ces phénomènes, j'en donne 2 dans le livre, mais c'est pas du tout exhaustif. C'est la figure de Stroheim, Erich von Stroheim. Alors évidemment, c'est très différent. Bon, pourquoi Stroheim?
D'abord parce que c'est un acteur-réalisateur, comme Chaplin, ce qui lui permet, si vous voulez, de créer un personnage et d'être sur la totalité de la maîtrise du personnage, parce que il crée un personnage très fort, qui est le personnage de cet officier allemand, alors prussien, parfois autrichien, plus qu'antipathique, et Stroheim dit lui-même qu'il veut être le personnage que l'on va adorer, détester. Voilà comment il crée son personnage. Et alors, il n'y va pas par quatre chemins. Dans un de ses films qui s'appelle Le Cœur, non, pas l'un de ses films, dans un film où il est d'abord acteur, avant de passer derrière la caméra, en 1919, c'est d'une violence que même le cinéma récent, et Dieu sait qu'on est quand même plutôt sur une escalade de la violence, on a rarement vu quelque chose d'aussi épouvantable. Il vient violer une jeune fille pendant la guerre. C'est un film sur la guerre qui est à peine achevé. Gêné par les pleurs d'un enfant, il attrape l'enfant, le jette par la fenêtre dans une rue en flammes. C'est un délire de violence qui est tout à fait inimaginable, si vous voulez. Alors son modèle, c'est sans doute un modèle plastique, ce sont ces Junkers prussiens qu'ont épinglé les dadaïstes, comme George Grosz ou Otto Dix. Et donc, il va poursuivre dans la construction de ce personnage, dans sa propre production cinématographique, avec Les Maris aveugles de 1919, ou encore Folie de femme en 1922. J'avance vite, là, excusez-moi. Et y compris, et alors là, c'est là qu'on va commencer à comprendre quelque chose du processus strohamien, y compris dans les films dans lesquels il n'apparaît pas, comme Rapace en 1924. Et là, on se rend compte qu'en fait, c'est un analyste du mal. La question strohamienne, c'est la question du mal. Et c'est une question qu'il a d'une certaine façon endossée lui-même sous la figure la plus radicalement mauvaise, ce fameux Juncker prussien. Alors, les rapaces, c'est l'histoire de ce que produit, de ce que va produire l'implantation de l'or dans le corps même d'une femme qui va devenir un rapace et qui va répandre le mal jusqu'à la pire désolation. À partir de là, bon, la production strohamienne va connaître des déboires qui vont l'amener à être lui-même expulsé d'Hollywood en tant que réalisateur. La suite de sa carrière, on la connaît assez bien en France. C'est avec Renoir, la Grande Illusion en 1937. Alors, il garde sa panoplie, si je puis dire, mais le personnage a subi, si vous voulez, cette espèce d'inversion, parce qu'en fait, ça devient un personnage d'humanité qui finalement va se donner la mort parce qu'il l'a infligé à son ennemi. Voilà. Bon, alors la suite de Stroheim, c'est une suite assez passionnante parce que il a un tel prestige qu'on joue toujours avec ce qu'est le personnage de Stroheim. Ici, dans Sunset Boulevard de Billy Wilder, où il joue son propre rôle, le rôle d'un ancien metteur en scène, et en France, Les Disparus de Saint-Agile, où le personnage est évidemment inquiétant, mais il est aussi un innocent. Alors que tout est fait pour imaginer qu'il est le coupable dans l'affaire. Le deuxième, et je m'arrêterai assez vite après, la deuxième figure que j'ai retenue, c'est celle de Clint Eastwood, là, pourtant beaucoup plus proche de nous, puisque Clint Eastwood est très, très âgé aujourd'hui, mais enfin il est toujours vivant. Et Clint Eastwood, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il construit son personnage de violence dans les premiers films, et aujourd'hui, évidemment, ce n'est plus du tout le Clint Eastwood, inspecteur Harry du départ. C'est un Clint Eastwood qui, la figure de Clint Eastwood, c'est devenu tout à fait l'inverse. C'est-à-dire, c'est un personnage qui est prêt à se sacrifier pourquoi, en réalité? Pour éviter la violence. C'est-à-dire que c'est un personnage qui joue désormais
contre la violence et pour la reconnaissance. Je pense à deux films dans lesquels il ne joue pas, qui sont des films absolument magnifiques, qui sont des classiques, enfin surtout Mystic River, mais également l'affaire Richard Jewell, où tout tourne autour de la question de la recherche de l'innocence, y compris d'ailleurs dans son dernier film, cette histoire de jury, que je ne sais pas si vous l'avez vu, mais enfin on sent bien là quelles sont les obsessions d'Eastwood pour justement cantonner la violence. Donc, c'est avec ces deux figures que le bouquin s'arrête. Donc, c'est aussi avec ces deux figures que je vais moi aussi m'arrêter, parce que ça fait à peu près une heure que je parle. Je sais pas si pour conclure, oui, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce passage. Je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la métaphore là la société canine en quelque sorte, hein, avec ce chien abandonné qui se fait attaquer par une meute, c'est évidemment la figure de Charlot, et c'est l'une des premières fois effectivement où s'inverse hein, ce lien d'hostilité. Hein, l'hostile, d'une certaine façon, c'était lui. Désormais, il sera plutôt la victime de l'hostilité du groupe. Et de ce point de vue, on est sur un moment un peu de bascule quoi, dans sa cinématographie. Voilà, je vous remercie.